personnes ont participé au jeu de pronostics sur les scores et les équipes gagnantes durant la Coupe du Monde 2026 organisée par Viva. 7 participants chanceux ont remporté des lots à partir des quarts de finale. La participation s'est faite par SMS et tous ceux qui ont donné les bonnes réponses ont été soumis à un tirage au sort afin de garantir la transparence et l'égalité des chances. Plusieurs gagnants ont affirmé ne pas s'attendre à recevoir un prix et se disent heureux d'avoir suivi de près la compétition et d'avoir participé régulièrement aux jeux proposés par Viva. Pendant plus d'un mois, les abonnés ont ainsi vécu la passion de la Coupe du Monde à travers les informations, les émissions spéciales, les retransmissions en direct, des matchs, ainsi que les jeux permettant de remporter des lots. Viva a également remercié les partenaires ayant soutenu ces jeux, notamment Extra Pizza et Toursavk. La chaîne promet par ailleurs l'organisation de nombreuses autres activités et jeux similaires à l'avenir, qui ne porteront pas uniquement sur les événements et compétitions sportives, mais qui s'étendront également à plusieurs autres domaines afin de permettre aux abonnés de participer et de remporter des récompenses. Pour ceux qui ne peuvent pas partir ou qui ne sont pas encore partis en vacances, venez vous divertir avec Viva et l'équipe du coach Boudouassen. En effet, le Viva Zumba Vacances se déroulera les samedis 1er et 8 août à 10h. Cet événement est ouvert à tous, sans distinction d'âge. Chacun pourra venir se détendre, passer un bon moment et faire de nouvelles rencontres. La coach conseille de venir en tenue légère, avec des chaussures de sport souples et de ne pas oublier une bouteille d'eau. Les inscriptions sont ouvertes au tarif de 10 000 ariars pour toutes les personnes souhaitant y participer. Avant 6h ce matin, les candidats au baccalauréat qui devaient passer les épreuves dans ce centre d'examen étaient déjà rassemblés devant le portail du CEG Nansan. Les portes ont été ouvertes à 6h. À 7h30, l'appel des candidats a commencé. Des consignes ont été données aux candidats une fois à l'intérieur du centre d'examen. Les forces de l'ordre ont assisté à la répartition des enveloppes scellées contenant les sujets d'examen avant leur distribution dans chaque salle. Environ 900 candidats composent au CEG Atanmen, représentant différentes séries du baccalauréat. Ils sont répartis dans 38 salles d'examen. Ce matin, les candidats ont composé en philosophie. Cet après-midi, ils poursuivront avec l'épreuve de langue vivante. Faith Madagascar, la seule femme parmi les représentants malagasy en lice dans le concours international The Voice Afrique, a une fois de plus brillé. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales après avoir battu Anicia Mabika lors de l'épreuve des battles qui s'est tenue hier soir. Les deux artistes ont interprété une chanson de Papa Wemba, légende de la musique congolaise. C'est au cours de cette prestation que Faith a de nouveau démontré la puissance de sa voix et son talent, décrochant ainsi sa place pour l'étape suivante de la compétition. De son côté, Tuzu Emilio a interprété avec Ron Malango la chanson SOS d'un terrien en détresse de Daniel Balavoine. Tuzu Emilio a su capter l'attention avec sa voix. Au grand loto de l'univers, j'ai pas envie d'être heureux, je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être aéroport, mais trop boulot dodo. Après Val qui a réussi les battles la semaine dernière, Faith Madagascar et Tuzu Emilio rejoignent donc les demi-finales qui se tiendront la semaine prochaine.
Les fans malagasy espèrent les voir aller jusqu'à la grande finale. Les sujets étaient prévisibles, notamment pour l'épreuve de philosophie passée ce matin selon les candidats. Du côté du baccalauréat technique, certains candidats ont passé leurs premières épreuves dans l'après-midi. Ils se disent pleinement prêts à affronter les examens. La préparation a commencé depuis longtemps selon ce candidat. Pour demain, les candidats poursuivront les épreuves avec les mathématiques et le malagasy. Un jeune candidat au baccalauréat inscrit au centre d'examen Saint-Martin à Tirabé a été enlevé hier matin. Ne le voyant pas rentrer à midi, ses parents ignoraient encore ce qui s'était passé. Ce sont ses camarades de classe qui, après avoir remarqué son absence durant toute la journée d'épreuve, se sont rendus à son domicile dans la soirée pour les informer. Des traces d'attaches ont été constatées sur ses mains. Sa mère a choisi de ne pas apparaître à l'image, raconte les circonstances de l'enlèvement. L'affaire est désormais prise en charge par les forces de l'ordre. La famille de ce candidat enlevé espère que les responsables seront rapidement identifiés et arrêtés. Les recherches de Larissa, une fillette de 10 ans, se sont terminées. Son corps sans vie a été abandonné dans cette fosse septique située à Fasmen, dans le district d'Ambuscht. Seul son tablier et le vêtement qu'elle portait ont permis d'identifier la petite fille. Au moment de sa découverte, son corps était déjà dans un état de décomposition avancée. La petite Larissa a été tuée avec une extrême violence. Il y a 3 mois, précisément le 30 avril 2026, l'enfant avait été enlevé. Les ravisseurs avaient réclamé une somme de 30 millions d'ariars en échange de sa libération. La famille avait versé une partie de la rançon, mais les ravisseurs n'ont jamais rendu Larissa. Les ravisseurs n'ont donné aucune nouvelle. L'enquête s'est alors poursuivie et la gendarmerie nationale a repris l'affaire. Lors des nouveaux interrogatoires des suspects, des aveux ont été obtenus. Ils ont ensuite indiqué hier l'endroit où le corps de l'enfant avait été caché. Les personnes impliquées dans l'enlèvement et le meurtre de Larissa sont des amis et des voisins de la famille. Cette fillette qui avait vécu à Ambuscht aurait dû passer l'examen du CEPE au mois de juin dernier. Un corps sans vie a été découvert dans un terrain en bordure d'une clôture privée, près des rizières longeant la rocade d'Akandjambam. Au moment de sa découverte, la partie inférieure du corps était dénudée. Ce sont des personnes venues cueillir des brèdes qui ont découvert la dépouille vers 8 heures du matin. Ces derniers ont alerté rapidement les forces de l'ordre. L'identification de la victime s'est avérée difficile, car nul parmi les personnes venues des alentours ne semble la connaître. Tous estiment qu'elle n'est pas du secteur. La dépouille a été évacuée par le BMH vers 10 heures environ. Les causes de son décès restent également inconnues. Une enquête est désormais attendue afin de déterminer les circonstances de cette disparition. La société malagasy est à genoux. C'est l'un des messages qui revient le plus souvent sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ou presque, de nouvelles affaires bouleversent l'opinion publique. Disparitions inquiétantes, décès, homicides, laissant des familles dans l'angoisse et le deuil. Face à cette succession de drames, de nombreux citoyens expriment leur inquiétude et leur indignation sur les réseaux sociaux. Ils interpellent les autorités et demandent que toute la lumière soit faite sur ces affaires. Au-delà des messages de soutien aux familles des victimes, les internautes réclament des réponses. Ils demandent des mesures concrètes, des enquêtes efficaces et des résultats visibles dans la lutte contre l'insécurité. À ce jour, plusieurs dossiers qui ont profondément marqué l'opinion publique restent au cœur des attentes. Les citoyens espèrent que les enquêtes permettront d'établir les faits et que la justice suivra son cours. Ils aspirent à retrouver un climat de sécurité leur permettant de vivre et de circuler sans crainte au quotidien.
Depuis près de 3 semaines, la société vit dans l'inquiétude à cause des disparitions et des actes criminels d'une grande violence qui se multiplient ici et là. Les citoyens n'attendent plus de simples discours, de rumeurs ou d'hypothèses, mais des actions concrètes et des résultats. La situation que traverse actuellement la société doit être prise avec le plus grand sérieux et considérée comme un cas particulier. La protection de la vie humaine doit également redevenir une priorité. Les citoyens attendent encore la suite des enquêtes annoncées comme étant déjà ouvertes concernant cette série d'événements. Leur espoir est de connaître la vérité et de voir les responsables prendre des mesures adaptées à la réalité afin de rétablir la confiance et la sécurité au sein de la société. 5 causes principales seraient à l'origine du décès des personnes recherchées entre les mois de juin et juillet, selon le rapport publié par la Task Force. Lors de la présentation officielle du bilan hier, les responsables ont également indiqué que 19 personnes sont toujours portées disparues et sans nouvelles jusqu'à présent, tandis que certaines ont été retrouvées et d'autres confirmées décédées. Parmi les dossiers déjà pris en charge, des arrestations, des enquêtes ont été menées. Certaines personnes ont également été présentées devant la justice et placées en détention provisoire. Les activités de la Task Force sont coordonnées depuis le centre opérationnel du commissariat de Seralalan. Cette structure regroupe les forces de sécurité ainsi que les différents services de l'État concernés par les recherches et les enquêtes. Derrière chaque cas tragique se cache une histoire personnelle. Selon ce sociologue, plusieurs facteurs peuvent fragiliser une personne, notamment les difficultés financières, les conflits familiaux, l'isolement, la perte d'un être cher ou encore la disparition des objectifs et de l'espoir dans la vie. Souvent, les personnes confrontées à une détresse psychologique ne présentent pas forcément de signes visibles de l'extérieur. Le dialogue avec les proches, l'écoute, ainsi que la pratique d'activités appréciées et qui permettent de se changer les idées figurent parmi les moyens de prévention du suicide. La société, de son côté, doit également apprendre à écouter et accompagner ces personnes en difficulté au lieu de les critiquer selon toujours les explications. Ces images ne datent ni des dégâts laissés par le récent passage du cyclone Gezani à Tuamasin, ni d'un pays en guerre. Elles ont été tournées hier à Tanandav, dans le 2e arrondissement de Tuamasin. Des centaines d'habitations ont été entièrement détruites. Les pertes sont estimées à plusieurs milliards d'ariars. Derrière ces chiffres, ce sont des vies, des moyens de subsistance, des rêves et des années d'efforts qui se sont effondrés en seulement quelques jours. À la fin de l'année 2025, une décision de justice a reconnu que le terrain sur lequel étaient construites ces habitations appartenait à la SPAT. Les autorités ont alors engagé les opérations de démolition afin de mettre en œuvre le projet d'extension de l'aire de stationnement des camions desservant le port. Les habitants de Tanandav disent aujourd'hui hisser le drapeau blanc, symbole de leur résignation. Depuis plusieurs mois, ils avaient multiplié les manifestations quotidiennes pour demander la suspension ou le réexamen du projet. Ils avaient également proposé d'identifier un autre terrain pour accueillir le futur parking. Mais leurs appels sont restés sans effet. Selon les témoignages recueillis, beaucoup se disent aujourd'hui vaincus, profondément déçus et pour certains, désormais sans abri. À l'origine, le site de Tanandav à Tuamasin était une ferme d'État selon les habitants. Après l'arrêt des activités de cette ferme, les riverains ont demandé l'autorisation de poursuivre les activités agricoles et d'élevage sur ces terres. Ils ont obtenu une lettre d'approbation du ministère de tutelle de l'époque, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Dans le même temps,
les habitants qui mettaient ces terres en valeur ont engagé les démarches nécessaires auprès de l'État pour en obtenir la propriété. Cependant, en 1998, lorsqu'ils se sont présentés au service des domaines, les responsables leur ont indiqué qu'ils ne pourraient déposer leur demande qu'après un délai de 20 ans. Pendant qu'ils attendaient l'expiration de ce délai imposé par l'administration foncière, le terrain aurait été enregistré au nom de la SPAT, selon les habitants dont les maisons ont été détruites. Depuis lors, les habitants affirment avoir multiplié les démarches pour obtenir justice auprès des différentes autorités compétentes. Toutefois, ils estiment avoir été systématiquement désavantagés devant les tribunaux tout au long de cette affaire. Les habitants ont également souligné que toutes les constructions réalisées sur le site avaient reçu l'autorisation de la commune de Tuamasna 2. Environ 500 ménages, soit plus de 5000 personnes, ont été expulsés de force à Tanandav, à Tuamasn, depuis lundi 20 juillet, augmentant ainsi le nombre de sans-abri. D'après un chauffeur de la coopérative Kofifi, cela fait plusieurs années qu'aucune attaque de coupeur de route n'a été signalée sur la route nationale 7 reliant Antananarive à Tuliar. Les taxi-brousses ont d'ailleurs pour habitude de rouler en caravane, surtout la nuit. Il indique également que les escortes qui accompagnaient auparavant les taxi-brousses ne sont plus en place depuis longtemps. Selon les informations recueillies, une attaque s'est produite hier au nord du camp Robin, alors que le taxi-brousse se dirigeait vers Tuliar. Les malfaiteurs ont barré la route à l'aide de gros rochers et de troncs d'arbres, obligeant le véhicule à s'arrêter. Des hommes armés sont ensuite sortis des broussailles. Un passager a été dépouillé de 35 millions d'ariars. Plusieurs colis confiés aux transporteurs, dont des téléphones portables, ont également été emportés. Dans ce type de situation, les modalités de prise en charge sont déterminées d'un commun accord entre les propriétaires des marchandises et la coopérative. Selon les dernières informations, le taxi-brousse attaqué est finalement arrivé à bon port à Tuliar ce matin. Seul le pare-brise a été endommagé. C'est tout récemment, dimanche dernier, qu'une tentative d'attaque s'est produite entre un Karafansk et un Bujumam. Le fait que plusieurs véhicules circulaient ensemble a permis d'éviter le pire. Cette circulation en caravane constitue justement la principale mesure de sécurité adoptée par les taxi-brousses au départ de la gare routière Maki-Anduta-Penak. Les véhicules se regroupent pour poursuivre leur trajet en caravane. Une fois en route, ils peuvent également bénéficier d'une escorte, notamment sur la route nationale 4. Selon les explications fournies, ces escortes sont mises gratuitement à la disposition des transporteurs afin d'assurer la sécurité des passagers. Par ailleurs, il a également été signalé qu'un taxi-brousse a été attaqué la semaine dernière sur la route nationale 6. Les malfaiteurs ont lacéré la bâche installée sur le toit du véhicule et se sont emparés de l'ensemble des bagages des voyageurs. Les contrôles effectués par les services chargés de l'inspection des véhicules seront désormais stricts. Après le délai de 3 jours accordé aux propriétaires de voitures et de motos pour retirer définitivement les feux non conformes, aucune tolérance ne sera plus accordée. Selon les explications des autorités, certains automobilistes retirent ces feux avant le contrôle technique, puis les réinstallent une fois l'inspection terminée. L'interdiction d'utiliser des feux non conformes sur les voitures et les motos n'est pas une nouvelle mesure. Elle est déjà prévue par la loi numéro 2017-002 du 6 juillet 2017 portant code de la route. Elle est également reprise dans le décret d'application numéro 2026-974 du 23 avril 2026 relatif à cette loi, ainsi que dans le décret numéro 93-894 qui encadre les dispositifs d'éclairage des véhicules. Les services en charge de l'inspection des véhicules appellent également tous les usagers de la route à respecter la réglementation. Selon eux, le respect de ces dispositions est essentiel pour garantir la sécurité routière et contribuer à la réduction des accidents de la circulation. Il affirme qu'il suffit d'introduire une feuille blanche dans cette imprimante pour obtenir un billet de 20 000 ariars. Présentée comme une machine spécialement importée pour fabriquer de faux billets,
Elle ressemble à celle dont les images avaient récemment circulé sur Facebook, suscitant l'inquiétude de nombreuses personnes. Après avoir convaincu sa victime potentielle, l'escroc, lui, aurait proposé cette prétendue machine à fabrication de faux billets au prix de 500 millions d'ariars. C'est grâce à un piège tendu par la gendarmerie nationale que cet individu a été arrêté à Mazang. Selon l'enquête menée jusqu'à présent, il n'aurait toutefois pas encore réussi à vendre son matériel. L'affaire concernant cette nouvelle forme d'escroquerie à Mazang a été immédiatement transmise à la justice. Les recherches se poursuivent afin d'identifier d'éventuels complices impliqués dans cette arnaque. Malgré les récents changements politiques, la Grande Île conserve la note D, synonyme de risque très élevé, tandis que son climat des affaires est évalué à C. Le rapport reconnaît pourtant plusieurs atouts à Madagascar. D'importantes ressources minières, un fort potentiel agricole, des perspectives touristiques, ainsi que des accords commerciaux avec plusieurs partenaires régionaux et internationaux. En revanche, la COFAS souligne de nombreuses fragilités. L'instabilité politique, la corruption, la faiblesse des infrastructures, la pauvreté persistante, la dépendance à l'aide extérieure et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Le récent changement de pouvoir figure également parmi les éléments ayant pesé sur cette évaluation. L'amélioration des conditions d'implantation des entreprises est considérée comme une première étape pour attirer davantage d'investissements à Madagascar. Selon cet opérateur économique, de nombreux obstacles sont encore rencontrés par les investisseurs lorsqu'ils souhaitent créer ou développer leurs activités dans le pays. Pour lui, restaurer la confiance des investisseurs est essentiel pour relancer les investissements à Madagascar. Les opérateurs ont besoin d'un environnement plus stable, sécurisé et offrant davantage de garanties. Face à cette situation, cet opérateur appelle à la mise en place de mesures facilitant l'entrepreneuriat, notamment sur le plan fiscal, ainsi qu'à un meilleur accompagnement des entreprises qui souhaitent s'implanter dans le pays. Au-delà des enjeux économiques, cet opérateur estime que le développement des investissements pourrait également contribuer à réduire le chômage et, par conséquent, l'insécurité. Portrait peint à la main des monarques qui se sont succédés à Madagascar. Divers types de publicités peintes à la main. On trouve des dizaines de peintures chez Raraou. Spécialisés dans la publicité peinte à la main, ils ont lancé cette activité artisanale et commerciale il y a 44 ans. Contrairement à l'impression, le travail réalisé ici ne repose pas sur des machines, mais sur l'inspiration et le savoir-faire. Chaque pièce produite dans l'atelier est peinte à la main et répondre aux demandes des clients est souvent un processus qui demande du temps. Le travail effectué chez Rarawa offre une plus grande flexibilité que celui des imprimeries classiques. Il n'est pas limité par des dimensions fixes, mais dépend entièrement des exigences spécifiques du client. Ces familles d'artisans aspirent à attirer les touristes, tant locaux qu'internationaux, pour présenter leurs produits et créer une musée dédiée à leurs œuvres, des créations qui font la fierté de Madagascar. Le métier de Rarawa est exigeant. Il requiert du talent, de l'habileté et surtout une expérience longuement acquise. Cet artiste soutient constamment les jeunes dans la promotion du secteur de l'artisanat. La nouvelle génération perpétue l'héritage du savoir-faire pictural tout en affinant les méthodes de travail, notamment en matière de communication et de marketing. La concurrence dans le secteur de l'artisanat s'intensifie. Parallèlement, le paysage numérique évolue et l'impact de l'intelligence artificielle ne peut être ignoré. Madagascar figure parmi les 20 pays africains concernés par la réorganisation du système consulaire américain. À compter du 1er août 2026, l'ambassade des États-Unis à Antananarivo ne recevra ni ne traitera plus les demandes de visa. Le traitement des dossiers sera transféré à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette nouvelle procédure implique que les demandeurs malagasy devront se déplacer à l'étranger pour leur démarche. Ils devront également prévoir les formalités nécessaires pour leur séjour en Afrique du Sud, notamment
les frais de transport, l'hébergement ainsi que les dépenses liées à toute la procédure. Tous les types de visas sont concernés par ce nouveau dispositif. Visa touristique, visa d'affaires, visa d'études, visa de travail, ainsi que les demandes d'immigration ou de regroupement familial. Selon les explications du département d'État américain, cette décision s'inscrit dans une réforme visant à renforcer la coordination des services consulaires américains en Afrique.